Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée le nouveau représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le nouveau représentant spécial de l'ONU pour la Somalie. Les deux hommes ont essentiellement discuté de la stabilisation de la situation en Somalie et du renforcement des moyens de la force africaine de maintien de la paix, force mandatée à la fois par l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'AMISOM. La question de la supervision et du bon déroulement de la prochaine élection présidentielle devant voir lieu en Somalie a été également abordée. Monsieur Keating, qui est de nationalité britannique, est un homme d'expérience. Il succède à monsieur Nicolas Kay. Il a également travaillé sur des délicates questions humanitaires en Afrique, en Afghanistan et au Proche-Orient. Il était jusque-là conseiller de M. Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon pour la Syrie. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a assisté à l'entrevue. Pour la sécurité, pour l'avenir politique de la Somalie. Et on a eu un échange de vues en ce qui se passe actuellement et les défis devant nous tous. Et puis après l'entrevue, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a fait un point de presse sur les principaux points abordés lors de ces discussions d'importance pour l'avenir du peuple somalien. Écoutez. Je crois que la visite de Michael Keating, qui est donc le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie à Djibouti, est une visite importante puisqu'il est en train de prendre ses fonctions. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience, qui a servi en Afghanistan et qui va certainement apporter une valeur ajoutée dans le processus de stabilisation de la Somalie. Vous savez que la Somalie, dans quelques mois, aura des élections importantes. Et les discussions tournent autour maintenant sur la scène somalienne autour du modèle électoral. Et donc les efforts qui sont déployés et par les pays de la région et par les Nations Unies, l'Union africaine, l'IGAD, convergent un peu vers ces élections et nous souhaitons qu'elles puissent se dérouler dans de bonnes conditions sécuritaires. La sécurité reste un défi majeur et l'AMISOM fait de son mieux pour pouvoir stabiliser ce pays, mais il y a toujours cette réflexion autour de la manière de créer des forces de sécurité somaliennes qui permettent d'avoir plus d'efficacité sur les terrains dans la lutte contre les Shabab. Pour cela, je crois qu'il faut des moyens, il faut des équipements, il faut surtout une volonté politique des pays de la région et du gouvernement fédéral lui-même afin d'aller vers cet objectif de créer cette force de sécurité somalienne qui va progressivement prendre la relève de la mission, puisque la mission n'a pas vocation à rester en Somalie. Donc c'est une mission très importante. Le rôle du représentant du secrétaire général est central et Djibouti va continuer ses efforts en Somalie et va continuer à appuyer les efforts des Nations Unies à travers M. Keating qui aura certainement du pain sur la planche. Dans le reste de l'actualité, un atelier d'information et de sensibilisation des programmes de filets sociaux de sécurité s'est tenu aujourd'hui au Sheraton Hotel, organisé par le secrétariat d'État à la solidarité nationale. Cet atelier a permis de débattre les différents types des programmes de filets sociaux de sécurité mis en œuvre par le secrétariat d'État à la solidarité nationale. Les programmes de lutte contre la pauvreté sont les programmes de travaux d'intérêt public à forte main d'œuvre, l'octroi de subventions générale et enfin dérogation et exemption des droits. Outre la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Khayat, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, le ministre de l'enseignement supérieur, le Dr Nabil Mohamed, le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, Mohamed Ibrahim Balala, le commissaire chargé au plan et des statistiques, Amara Ali, le maire de la capitale, des parlementaires, ainsi que les présidents des conseils régionaux ont préparé à cet atelier. La secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Khayat, a dans son mot de bienvenue remercié les participants d'avoir honoré de leur présence. Elle a ensuite souhaité bon succès aux travaux. Écoutez.
a dans son mot de bienvenue remercié les participants d'avoir... En 2012, la stratégie nationale de protection sociale axée sur les filets sociaux de sécurité. L'objectif de cette stratégie est de mettre en place un système de protection destiné aux populations pauvres et vulnérables qui ont échappé au système classique de sécurité sociale. Ces programmes des filets sociaux de sécurité viennent en complément des programmes sociaux de base tels que la scolarisation universelle, l'accès aux soins de santé, etc. Ces programmes ont pour but d'améliorer le ciblage fin des bénéficiaires et assurer une meilleure complémentarité avec les autres programmes. Direction Beledweyne, où le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées, se trouve depuis hier dans la région de Hiran, en Somalie. À son arrivée à l'aéroport, Ougas Khalif de Beledweyne, le chef d'état-major général des armées, a été accueilli par le colonel Abdurrahman Abdi Dambil, commandant des forces de la MISOM dans le secteur 4 de Hiran, et par les colonels Hassan Jama' Farah et Omar Dubad Soubagle, commandant des bataillons Hill. Après les honneurs militaires, le chef d'état-major général des armées a eu un entretien avec les responsables du secteur 4 en présence des responsables des contingents djiboutiens présents en Somalie. Et par la suite, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à une visite des différentes positions où sont installées les forces djiboutiennes à Beledweyne. À noter que cette visite avait pour objectif de s'imprégner de la situation du 3e bataillon fraîchement déployé à Beledweyne, qui vient d'enregistrer vendredi dernier une première perte avec le décès d'un soldat tombé sur le champ d'honneur. De retour au quartier général du 3e bataillon, le chef d'état-major général des armées a tenu à s'adresser aux éléments du bataillon rassemblés. Dans son allocution, le chef d'état-major général des armées a détaillé l'objet de sa visite. Il a insisté que la commission qui l'accompagne a pour mission de collecter toutes les informations concernant la situation des soldats et de leurs difficultés. Cette commission d'évaluation transmettra ainsi le résultat de ces enquêtes au commandement des forces armées djiboutiennes en vue d'améliorer la situation des personnes déployées sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées a rappelé qu'il veillera à renforcer l'image de notre pays. waxaan gaadhnay maanta sharaf weyn korkaan lahaa imanka ilaahay innaga inala kaashani dee dawladdeennina ilaahay bay kaashanaysaa iyo innaga waxaan idinkaga tagayaa guul iyo nabadgelyo guul halkan haddeer maxaan sheegayay ciidankii yaraa ka yimid aeroboortka maanta internationaalka laga dhigtay Euroob iyo Amerika iyo Afrika iyo Soomaaliya ay maanta u kala badayaan lagu soo degayo waxaa lagu qoday kaaska birta iyo majarafada lagu qoday saasaan dadka ugu sheegnaa. Également dans l'actualité, quelques 360 jeunes étudiants, professeurs et acteurs passionnés par la sauvegarde et la défense des langues maternelles en préparent hier soir dans un amphithéâtre de l'université de Djibouti à une rencontre culturelle afin de marquer la célébration de la journée internationale des langues maternelles.
Cette soirée a été organisée par l'association Voix de développement de Djibouti, la VDD, avec le soutien de l'Université de Djibouti et de l'ONG Horn of Africa. Elle s'est déroulée en présence de l'ensemble des membres et cadres dirigeants de l'association, dont sa présidente, mademoiselle Fatouma Ahmed Omar. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national qui a été entonné en chœur, puis suivi par quelques interventions et la présentation des danses folkloriques et des chants dépeignant plusieurs facettes de la vie traditionnelle. Des poèmes ont été aussi lus, notamment par Madame Sirida El Mirable. Et enfin, un sketch mettant en scène les aléas de la vie quotidienne a été présenté avec brio par les jeunes acteurs de l'association. Le public a semblé d'ailleurs être conquis par ce spectacle et la performance des jeunes acteurs qui ont insisté sur la préservation de nos acquis culturels. La soirée a été clôturée par l'intervention de la présidente de l'association Voix de développement qui a tenu à rappeler que les langues maternelles sont un précieux trésor et qu'il ne faut pas perdre, surtout face à la pénétration en force d'autres cultures. Nous ne devons perdre notre héritage culturel face à d'autres cultures dominants soutenues par la télévision, le monde de l'édition ou les industries de la musique et du cinéma. Quand le monde perd une langue, nous perdons une partie de nous-mêmes, a-t-elle indiqué. Fin de citation. De là, à présent, nous passons à ce qui fait l'essentiel à travers le monde. En Irak, un attentat suicide au sud de Bagdad a fait au moins 60 morts et autant de blessés. Un attentat au camion piégé a fait hier une 60aine de morts au moins, selon des sources médicales. L'explosion a fait également plus de 70 blessés. L'attaque a visé un barrage tenu par les forces de sécurité à Hilla, une ville située à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. Cette attaque a été revendiquée par les djihadistes de l'organisation dite État islamique en Irak et au Levant, Daesh. Il s'agit, selon un communiqué de Daesh, d'une opération martyre qui a frappé un poste de sécurité à l'entrée de la ville de Hilla et qui aurait fait des dizaines de morts et de blessés. Hilla est le chef-lieu de la province de Babylone, une région de la population majoritairement chiite, mais avec une présence sunnite. C'est à ce jour le plus important attentat à la bombe dans cette province, a déclaré Falah Al-Radi, qui préside la commission provençale de sécurité. Le barrage de sécurité, un poste de police voisin, ainsi que des maisons et des dizaines de voitures ont été détruits, a-t-il ajouté. À l'étranger, toujours, un nouveau drame est survenu une fois de plus en mer Égée où 25 migrants, dont 13 enfants que l'on suppose être de nationalité syrienne, sont morts hier. Ils ont quitté les côtes turques alors que les pays européens se penchent avec la Turquie sur le sort des réfugiés syriens bloqués aux frontières de la Grèce. Un nouveau naufrage de migrants s'est produit hier en mer Égée au large des côtes turques, près de la ville de Didim. On estime qu'au moins 25 personnes, dont 13 enfants, ont trouvé la mort dans ce nouveau drame. Tous tentaient de rejoindre la Grèce. 15 survivants ont été retrouvés et secourus. Ils ont été transportés dans des hôpitaux pour y être soignés. Ils doivent leur survie à l'intervention d'une patrouille de garde-côte turque qui est parvenue à les prendre en charge rapidement. Dans la nuit d'hier, les sauveteurs italiens, cette fois, ont secouru 13 autres migrants au large des îles de Kos après la crevaison de leur bateau pneumatique. Rien que la journée d'hier, environ 360 personnes en provenance de Turquie ont été interceptées par les gardes-côtes grecs. Ces rescapés ont été conduits sur l'île de Lesbos. La plupart de ceux qui tentent actuellement de quitter la Turquie pour la Grèce sont des réfugiés syriens qui ont fui les bombardements russes et du régime syrien. Les pays de l'Union européenne tentent de faire pression sur la Turquie afin de contraire Ankara d'interdire ou du moins limiter l'afflux des réfugiés syriens et lui propose une aide de 3 milliards d'euros. Les pays de l'Union européenne veulent même voir la Turquie s'engager à mettre en œuvre, selon eux, un accord de réadmission des migrants arrivés illégalement dans l'Union européenne. Mais Ankara souhaite surtout que l'Europe et les pays occidentaux soutiennent l'idée de créer pour les réfugiés syriens une zone de protection à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Aucune force ne devrait intervenir donc dans cette zone où les avions de chasse et les bombardiers russes et syriens en seront exclus. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez sur Télé Djibouti dans quelques instants. C'est le Focus avec Ali Abdoulaye.
House Paper est une entreprise industrielle djiboutienne qui produit en République de Djibouti des rames de papier à usage multiple et de première qualité. En effet, le papier House Paper vous fournira une impression optimum dans n'importe quel équipement d'impression de bureau. Le Super Bright Paper, l'un des papiers le plus brillant disponible sur le marché, vous offrira un contraste et une clarté incomparables pour tout type de reproduction de documents. House Paper répond à des exigences de production conformes aux normes et standards internationaux tout en veillant à la protection de l'environnement. House Paper, notre priorité, votre satisfaction. Hey, comme tu me vois, je suis aussi stylé que ma télé. En mode Playboy. Qualité, beauté numérique. J'ai toutes les chaînes publiées en société. Chemise, fibre naturelle. Certification National Geographic Channel. Costume Évasion Plus. Doublure, ouverture sur le monde. Ça plaît aussi au petit modèle. Il aime les dessins animés. Il a tous les programmes d'un futur ministre du style. Et surtout, n'oubliez pas, mes chers amis, qui est bon zappeur sera toujours à la hauteur. Venez vite découvrir l'offre la plus stylée de la télé. De grandes aventures, de grandes découvertes, toute l'info mondiale en temps réel et les meilleurs programmes pour enfants. En ce moment, profitez du décodeur à seulement 5000 francs. Et la parabole est offerte. Stylé. Océania est un complexe d'appart-hôtels, idéalement situé à mi-chemin entre l'aéroport international d'Ambouli et la ville de Djibouti. Il offre des espaces généreux ainsi qu'un confort et des équipements modernes. Conçu aussi bien pour des séjours de longue que de moyenne durée, il répondra aux exigences d'une clientèle internationale à la recherche d'un logement de qualité avec un service irréprochable. Dépêchez-vous, du 23 février au 8 mars de 7h30 à 13h et de 16h à 20h. Les soldes envahissent le rayon bazar de votre magasin Cash Center. De l'art de la table au linge de maison, en passant par les jouets, vous pouvez bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à moins 70%. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Place maintenant focus. Ali Abdillahi m'a rejoint. Bonjour Ali. Bonjour. Alors on va commencer ce focus par ce dépôt de la candidature du 6e candidat à la présidentielle au 8 avril prochain. Eh bien justement, donc il s'agit de Mohamed Moussa Tourtour au ministère de l'Intérieur. Ce matin, le dépôt de la candidature se poursuit en vue de l'élection présidentielle du 8 avril prochain. En vue de l'élection présidentielle du 8 avril prochain, le 6e candidat donc vient de déposer aujourd'hui son dossier de candidature au ministère de l'Intérieur. En effet, selon un communiqué rendu public aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, annonce que M. Mohamed Moussa Ali dit Tourtour a déposé sa candidature en qualité de candidat indépendant à l'élection présidentielle prévue le 8 avril prochain. Le communiqué ajoute qu'un récépissé de dépôt, comme à l'accoutumée de la candidature, a été délivré à ce monsieur, M. Mohamed Moussa Ali dit Tourtour, qui est né le 23 février 1951 à Djibouti. Donc un petit peu, si je vous parle de sa biographie, il a effectué ses études primaires et secondaires ici à Djibouti avant d'entamer un cursus universitaire en France où il obtient donc en 1978 un master en sciences économiques à l'université de Grenoble.
En 1979, le candidat Mohamed Moussa Tourtour regagne le pays comme de nombreux diplômés djiboutiens à l'avènement de l'accession de notre indépendance. Il sera nommé donc directeur du plan et président de la Commission nationale de programmation du développement à la présidence de la République. En 1973, Mohamed Moussa Tourtour est candidat à l'élection présidentielle face au premier président, le père de la nation, feu Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon. Donc voilà un petit peu sa biographie. Il a déposé sa candidature ce matin et c'est le 6e candidat à l'élection présidentielle prévue le 8 avril prochain. Et autre sujet, Djibouti est désormais relié au câble sous-marin de fibre optique SIMI-8. Alors, le chef d'État a procédé hier, vous l'avez suivi dans nos éditions d'hier, au démarrage des opérations d'utilisation du câble sous-marin à fibre optique de 5e génération dénommé SIMI-8 pour Asie du Sud, Moyen-Orient et Europe de l'Ouest. Justement, donc, ce câble sous-marin va permettre à notre pays d'augmenter sa capacité de connexion et de retransmission internationale fortement et de manière efficiente. C'est un développement inégalable. À son arrivée, donc, le chef de l'État était présent sur les sites de Haramouz, de Djibouti Télécom. Il a été accueilli par le Premier ministre et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ali Hassan Badon. De nombreuses autres personnalités étaient présentes sur place. Le chef de l'État donc a pris un bain de foule et a tenu à saluer les techniciens, ouvriers et personnels de la Société nationale de télécommunications, des techniciens étrangers donc opérant pour la société française Alcatel-Lucent, celle qui a effectué ce projet, ont été également salués par le chef de l'État. Donc notre pays, vous l'avez dit, va en effet profiter de ce nouveau câble sous-marin, le SIMI-Way 5, d'une capacité, vous allez avoir mal à la tête avec ce chiffre, 500 gigabits par seconde. Long de 20 000 km, le câble va relier Djibouti à la France en passant par le Singapour, la Malaisie, Oman, les Émirats Arabes Unis, le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Indonésie, la Thaïlande, la Birmanie, le Bangladesh, le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, bref, Asma, 17 pays seront reliés par ce câble. Ce câble donc a été conçu pour pouvoir acheminer un débit total de 24 terabits, un concentré de son et d'images de 24 000 gigabits par seconde, et les Djiboutiens verront donc leur réseau internet augmenter avec ce nouveau câble qui n'est pas le premier. Il y en a eu bien d'autres. À noter également que le câble SIMI-Way 5 opérera donc en parallèle avec un autre câble, celui de Asie-Afrique-Europe numéro 1, arrivé à Djibouti le 7 février dernier, ce qui permettra donc de consolider la position de Djibouti en tant que centre vital d'interconnexion pour les 3 continents. Le financement de ce câble est estimé à 20 500 000 $ et grâce donc à ce... Oui, c'est énorme, c'est une somme énorme. Grâce à ces 2 nouveaux câbles internationaux, nous serons donc en mesure de proposer à nos partenaires de la région des services de qualité et des tarifs préférentiels. Merci Ali pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure, à la même place.